Donc, au niveau de la présentation, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les données économiques d'anticipation des résultats, en sachant qu'il y a une grosse partie quand même contexte. Ce que je vous propose, c'est d'abord de voir le contexte économique et le contexte climatique de 2025, en sachant que 2025 est presque fini, mais comme nous, on travaille à la campagne, donc la campagne va se continuer sur le mois de mars et jusqu'au mois de juin 2026 pour nous au niveau comptable. Au niveau du contexte économique, alors c'est vrai qu'il est assez chargé. Au niveau du contexte, on a eu moins de croissance et une inflation qui diminue. Si on regarde au niveau de la croissance au niveau du monde, par rapport à ce qu'on avait en 21 où on était à 6,5, sur la prévision, on est à 3,2. Et si on regarde, les USA sont sur 2, la zone euro 1,2, la France à 0,7, alors 0,7, 0,8, les dernières stats, il semblerait que ce soit plutôt vers 0,8, et la Chine qui est à 4,5. C'est vrai que le premier semestre 2025, les prévisions étaient plus négatives que ce que ça n'a été. Surtout du fait de l'anticipation des droits de douane avec l'arrivée de Trump, elles étaient déjà annoncées. Et donc, du coup, ça a un peu dynamisé un petit peu le premier semestre. Sur le second semestre, on a donc des signes de ralentissement. Et donc, au niveau des USA, avec la hausse tarifaire et les coupes budgétaires qu'il y a eu, c'est vrai que sur le second semestre, c'est un peu plus faible. Sur les économies émergentes, donc, on a un ralentissement du fait des mesures commerciales aussi avec les barrières douanières. On va regarder un petit peu. Après, j'ai fait une diapo sur tout ce qui est, même 2 diapos, sur tout ce qui est euh, les barrières douanières, parce que ça a quand même des incidences importantes sur certaines productions et en particulier la viticulture. Si on regarde, ça c'est plus sur du long terme, ce qu'on s'aperçoit. Ici, vous avez les échanges donc interblocs en bleu et intrablocs en rose. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis un certain nombre d'années, on augmente les flux commerciaux entre pays amis, je dirais. Et depuis la guerre avec l'Ukraine et la Russie, ça s'est nettement amplifié puisqu'on voit là, on est vraiment à partir de 2022 sur 2 blocs qui cohabitent mais qui travaillent plus trop ensemble. Et donc ça se perçoit nettement, mais ça avait quand même commencé un petit peu avant, à partir de 2018, avec les tensions qu'il y a entre les USA et la Chine. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a quand même pas mal amorcé cette trajectoire-là. Si on regarde au niveau du retour du protectionnisme américain, alors sur la diapo, ce qui est intéressant, c'est que là, on part de 1895-1900 et on vient jusqu'en août 2025. On s'aperçoit qu'on avait eu des droits de douane très importants sur ces époques-là et même en 1930. Là, ici, sur 2025, on arrivait sur des droits de douane, du moins législatifs, au même niveau que ce qu'on avait en 2030. Après, quand on regarde réellement les droits de douane pratiqués, ils sont ici, en pondérant en fonction des importations, on est plutôt, au lieu d'être sur un taux à 20%, on est plutôt sur un taux à 10%, tout simplement parce que il y a tous les pays qui commercent, je dirais, avec les États-Unis, suivant à quel niveau ils sont taxés, ils vont choisir aussi des voies d'accès pour aller sur le pays différentes et en choisissant des pays qui sont moins taxés à l'entrée. Donc, du coup, ça
ça leur évite d'avoir des droits de douane aussi élevés. Et puis également, il y a également beaucoup d'accords de libre-échange entre les États-Unis et chaque pays qui font que, en fin de compte, tous les produits ne sont pas forcément taxés au niveau qui sont annoncés dans la presse. Dans la presse. Euh, après, la hausse des cours, donc qui c'est qui va payer par rapport à ça? Ben, il semblerait que ça soit réparti entre les exportateurs étrangers qui rognent un peu leur marge, les entreprises américaines et puis, in fine, les consommateurs également qui verront l'augmentation des prix. Donc, ça, c'est le premier élément entre ce qui est affiché et puis la réalité. Pour l'instant, du moins, il y avait un écart. Il faudra voir comment ça évolue parce que tout peut changer du jour au lendemain, suivant les annonces, suivant euh, le bon vouloir de M. Trump. Donc, du coup, là, on est sur quelque chose qui a quand même une incidence forte. Et parallèlement à ces droits de douane, on a une dépréciation du dollar. Face à ce climat d'incertitude, le dollar s'est déprécié par rapport à l'euro. Et donc, du coup, si on regarde entre novembre 2024 et novembre 2025, l'euro s'est apprécié à plus de 10% par rapport au dollar. Donc, ce qui est quand même très important. Et là, ça impacte plus que nos échanges avec les USA. Ça impacte tous nos échanges en dehors de la zone euro, quoi. Et, euh, et donc, du coup, ils sont même plus pénalisants, je dirais, que pour l'instant au niveau des droits de douane moyens. L'avantage, c'est que ça réduit nos coûts de nos importations, mais enfin, pour nos exportations, ça les renchérit et on le verra aussi face au marché des céréales et tout ça. C'est pas quelque chose d'anodin quand même. Euh, Donc, si on regarde l'effet des droits de douane américains sur le commerce extérieur français, euh, si on regarde par rapport aux autres pays européens, dans l'ensemble, la France résiste mieux. Alors, vous avez là en bleu, c'est la France, et en rouge, c'est l'Union européenne. Alors là, la descente très importante en juin, c'est par rapport à l'an dernier, c'était la vente d'un paquebot qu'il y avait eu en 2024 et qu'il n'y a pas eu en 2025. Donc, c'est pour ça qu'on a cette baisse très, très forte. Si on regarde au niveau français, donc sur le troisième trimestre, les exportations françaises ont progressé de 2% et c'est grâce donc à l'aéronautique et aux produits chimiques de base. Par contre, on a d'autres produits qui ont été fortement impactés par ces barrières douanières. C'est les parfums et les cosmétiques pour 17%. Et ce qui nous préoccupe plus pour nous, c'est tout ce qui est boisson, moins 12%. Et ça s'est accéléré sur le mois de juillet, août, septembre. Et quand on regarde au niveau des boissons, mais ce sont surtout les vins, le champagne et surtout le cognac, puisque pour la moitié, c'est le cognac qui est touché. Donc ça, c'est pas anodin quand même. Si on regarde au niveau de notre balance commerciale, donc ça, c'est l'évolution de notre balance commerciale entre 2019 et 2024. Donc vous avez l'énergie en orange et l'agriculture est dans le autre là. Euh, et donc on s'aperçoit que on a sur si on compare 2019 à 2024, on a un déficit qui s'est accru de 23 milliards. C'est quand même assez considérable, dont 11 qui proviennent de l'énergie. Euh, c'est surtout avec un coût supérieur. Le fait qu'on ait arrêté d'acheter du gaz à la Russie, qu'on l'a transféré vers les USA, on l'a acheté à un prix beaucoup plus cher que ce qu'on achetait aux Russes. Donc, du coup, ça a un impact quand même important. Après, il y a tout ce qui est automobile, donc tout ce qui est voiture hybride et électrique, qui pèse d'une façon importante. Et puis après, tout ce qui est équipement mécanique, électrique et électronique.
Donc ça, c'est les trois principales causes, je dirais, de la forte dégradation de notre balance commerciale. Et si on regarde avec qui on est fortement déficitaire, ce n'est pas une surprise, c'est la Chine et Hong Kong avec plus 15 et les États-Unis du fait de l'achat du gaz, entre autres, et des hydrocarbures qu'on fait maintenant à la place de la Russie. Si on regarde au niveau de notre balance commerciale, au niveau du secteur agricole, donc ça s'arrête au mois de juin 2025 et c'est un cumul sur 12 mois, donc entre nos importations et nos exportations. Donc, quand c'est au-dessus de zéro, on est positif. Quand c'est en dessous, on est déficitaire. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le vin et les spiritueux mais ça, c'est pas nouveau, hein, qui sont fortement excédentaires, mais ça diminue, puisque en gris, vous avez la moyenne quinquennale et en rose, la N-1 et en bleu, l'année de cette année, quoi. Donc, on s'aperçoit qu'on a une baisse au niveau des vins et spiritueux. On a une forte baisse cette année sur cette campagne-là des céréales, puisque l'an dernier, 2024, on avait eu une toute petite récolte de céréales. Donc ça se répercutait l'année d'après. Sur les produits laitiers, également, on est en baisse. Et par contre, les déficits c'est accentué sur les produits d'épicerie, pour la viande également et pour les fruits et légumes, puisque on est toujours déficitaire sur ce secteur-là. Et au niveau de la viande, c'est en particulier plus tout ce qui est volaille, où on est fortement déficitaire. Mais sur un certain nombre d'autres viandes, c'est le cas aussi. Alors, par rapport à nos exportations, si on regardait en 2024, au niveau de nos exportations, ça représente, c'est quand même le secteur agricole et agroalimentaire est quand même très important, puisque ça représente 14% de nos exportations. C'est le troisième excédent au niveau de la balance commerciale et on est le 6e pays exportateur à l'échelle mondiale sur ce pôle-là. Ça, c'était en 2024. En 2025, on a eu une forte baisse, on l'entend beaucoup au niveau des informations et autres, de notre balance commerciale. Et on l'a vu tout à l'heure, surtout sur les vins et surtout sur les céréales, ça s'explique par là. Et si on regarde comment ça a évolué sur tous les mois, donc en jaune, on avait 2024 et en bleu, on a 2025. On s'aperçoit que tous les mois de l'année, on a été en négatif par rapport à l'année d'avant. Donc ça, c'est sur la comparaison 2024-2025. Si on regarde sur une période un peu plus longue, on suit, donc en bleu, vous avez les exportations alimentaires françaises ici et l'évolution de la demande mondiale. On s'aperçoit qu'on a au niveau mondial, il y a une demande toujours supérieure au niveau alimentaire, alors qui est plus ou moins importante suivant les années. Il était très important sur 2020-2021. Sur 2023-2024, on est à plus 2,4. Et si on regarde nos exportations, comment on se comporte face à ça, face à cette demande, mais on s'aperçoit qu'on tire par profit de cette croissance-là, puisqu'on est en négatif. Et si on regarde nos exportations en 10 ans, on a perdu 20% de volume pour les produits agricoles, 7% pour les produits agroalimentaires, et au niveau de la balance commerciale, on a perdu 4,5 milliards, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et si on regarde qui c'est qui a pris notre place, entre guillemets, et ce sont surtout nos partenaires européens qui ont pris de nos parts de marché. Et si on regarde à l'intérieur de l'Europe, en fin de compte,
on s'aperçoit que la France, qui était en troisième place, est passée en quatrième place. Et en premier, il y a les Pays-Bas, en deuxième, l'Allemagne, et en troisième, l'Espagne. Donc, pour dire que c'est surtout en concurrence avec intra-zone euro qu'on perd des parts de marché, plus que des fois au niveau des pays tiers. Si on regarde au niveau de la consommation des ménages, donc là, on a eu une légère hausse sur le troisième trimestre. Enfin, c'est vraiment léger, on est à plus 0,1. Sur le deuxième trimestre aussi. Et le premier trimestre, on était à moins 0,3. Si on regarde comment ça a évolué, on est sur les produits alimentaires, donc un petit peu en hausse. Donc, on est un peu en diminution sur les produits alimentaires après la hausse du deuxième trimestre. Les dépenses d'énergie qui progressent un peu et tout ce qui est bien fabriqué, on est plus légèrement positif. Mais enfin, on n'est pas sur des courbes très, très excédentaires au niveau de la consommation des ménages. Ce qui est en progression, ce sont l'épargne. Et donc là, quand on regarde au niveau de l'épargne, on regarde, donc là, en noir, vous avez la zone euro, en rouge, l'Allemagne, et nous en bleu. Donc ça, c'est le pourcentage du taux d'épargne des ménages. Donc l'Allemagne est toujours au-dessus, mais on se rapproche très fort d'elle en termes de taux, et on est sur le deuxième trimestre 2025, on était à 18,7%. Et la zone euro était à 15,5. Donc, pour dire que, vu aussi l'incertitude qu'on a au niveau gouvernemental et autres dans notre pays, plus les incertitudes géopolitiques, ben, les ménages français ont tendance plutôt à épargner que plutôt à consommer. Si on croise les deux, on voit consommation plutôt faible, très faible, et une orientation plus vers l'épargne. Alors, dans un premier temps, on était plus sur des placements type livret. Et là, sur le dernier trimestre, comme le livret a baissé, il y a eu un report beaucoup plus fort sur tout ce qui est actions et autres pour replacer l'argent. Et pour finir, juste ce volet-là, c'est au niveau des intrants, quand on regarde sur l'année de la campagne 2025, on s'aperçoit qu'on a un indice IPAMPA qui a globalement diminué, puisqu'on est à moins 14 entre août 24 et juillet 2025, qui nous intéresse surtout par rapport aux avances aux cultures et tout ça de notre campagne 2025. Si on regarde en engrais, ça peut évoluer, on est à moins 1,8, en aliments à moins 4, les carburants ont nettement baissé à moins 17, et les semences ont légèrement progressé à 0,3. Donc, on va avoir au niveau des charges une diminution un petit peu des charges, mais pas aussi importante que ce qu'on aurait pu des fois penser. Par contre, on est sur une hausse continuelle des charges de structure. Si on regarde, on a une progression des fermages, des entretiens, réparations assez conséquentes. Et au niveau du SMIC, on a eu une progression de 2. Si on le regarde sur 5 ans, 3 ans, excusez-moi, 4 ans, on est sur une progression à plus 15 au niveau des fermages et plus 19 au niveau des entretiens de réparation, ce qui est quand même important. Et on le verra à la fin quand on fait une évolution de nos charges. C'est vraiment des postes qui ont fortement progressé. Donc, si on regarde au niveau contexte climatique, c'est vrai que cette année aussi, ça a été une année au départ qui partait bien, puisque les semis s'étaient passés dans de bonnes conditions, les semis à l'automne. Ça avait bien poussé. On a eu un hiver qui était plutôt pluvieux et doux. Si on regarde là la carte ici en février, ici, quand c'est en rouge, et plus c'est rouge, plus ça veut dire que par rapport à la moyenne, on a eu des températures élevées. Donc, ça veut dire qu'on était sur
des niveaux de +2 au moins de degrés par rapport à la moyenne 91-2020. Donc pour dire que on était sur des températures douces. Alors ça a pu des fois avoir des conséquences au niveau des céréales pas forcément favorables. Et puis après, au printemps, on a eu des orages importants sur certains secteurs en particulier. Et ça se retranscrit par cette zone bleue là, hein, qui part de l'Autrey, qui a traversé plus que le Tarn. Hein. Et, euh, et donc là, sur ces zones-là, au niveau du Tarn, on a eu 14 communes qui ont été portées en catastrophe naturelle, donc zone Lautrec et puis puis celle-ci. Et donc là où il y a eu des dégâts quand même importants, en particulier sur l'ail, mais pas que sur l'ail, hein, sur les céréales aussi et sur les cultures de printemps qui avaient été juste semées, où il a fallu ressemer et autres. Donc pour ces zones-là, c'est sûr que sur la campagne, on n'aura pas les mêmes résultats, les mêmes niveaux de rendement que ce qu'on a pu avoir sur d'autres zones. Et sur la viticulture, donc il y a eu des zones qui ont été aussi touchées par ces orages-là, et avec la pluie, donc qui a entraîné plus de maladies et donc nécessité aussi plus de traitements. Il y a un point favorable, ça a été les premières recoupes en fourrage, où là, elles étaient abondantes. Et si on regarde au niveau de l'été, on est là aussi sur un été chaud. Quand on regarde la carte, alors il y a eu des petits moments où on était sur des températures moins fortes, mais on a eu quand même 2 périodes de forte chaleur, fin juin, début juillet et puis mi-août. Et ça a eu comme conséquence, donc, quand il y a eu ces grands coups de chaud, suivant la période de semis des cultures de printemps, ça s'est retrouvé au moment de la floraison. Et donc là, du coup, avec des impacts après sur le volume de graines, parce que la floraison, ça s'est mal déroulé, quoi. La fécondation, c'est mal déroulé. Sur le mois d'août, avec les grosses chaleurs, là, ça a eu un impact sur la viticulture, puisque là, réellement, les baies se sont desséchées, ou du moins, ça a contracté la plante, et donc, du coup, beaucoup moins de rendement. Et également, donc, sur tout ce qui est deuxième et troisième coupe, là, on a eu moins de fourrage que ce qu'on avait pu avoir sur 2024. Et puis après, sur toutes les cultures en sec d'été, dont le maïs, puisque sur le maïs irrigué, on arrive à avoir un rendement un peu moins que l'an dernier, mais encore correct. Sur le maïs en sec, on le verra tout à l'heure, on est vraiment sur des niveaux de rendement très bas. Et donc ça a quand même pénalisé un certain nombre de structures. Donc une météo, je dirais, assez capricieuse, avec des épisodes d'orage qui sont quand même pas anodins au niveau des rendements.